Salut les ouin on se retrouve pour une vidéo sur la structure narrative. Donc on avait fait les qualités du style pour le style littéraire et là on va voir pour l'écriture de scénario la structure narrative, c'est-à-dire les éléments clés de la dramaturgie. On va balayer rapidement un petit peu tous les thèmes et on reprendra chaque thème après séparément dans des vidéos dédiées. Donc là je vous ai mis d'une manière linéaire un film, une histoire, une pub, même un roman. Tout se passe comme ça en fait. Il y a toujours un début, un milieu, une fin. Dans le début, c'est les prémices, on verra ce qu'on y met. Ensuite, il y a l'intrigue, après l'élément déclencheur. Et puis on termine donc par un climax et une résolution. Donc les obstacles, j'ai mis au pluriel, parce qu'il y a souvent plusieurs obstacles. Après l'élément déclencheur, une déclaration d'objectif, coup de théâtre, point de non-retour, le fond du trou et le climax. Les prémices, c'est l'installation de l'univers du récit. Est-ce qu'on est dans un road trip? Est-ce qu'on est sur un western? Est-ce qu'on est dans une comédie romantique? Est-ce que c'est un thriller? Est-ce que c'est un film d'horreur? C'est ça l'univers, l'époque, le lieu, le genre. La caractérisation des personnages souvent se fait dans les prémices pour les personnages les plus importants. Alors bien sûr, c'est toujours des personnages un petit peu singuliers, avec un passé. Quand on démarre l'histoire, les personnages ont un passé, ils ont ce qu'on appelle des fantômes, des choses qui ont pu les traumatiser, les changer. Donc ça, on peut le suggérer dans les prémices ou plus tard, mais il faudra en tenir compte s'il y a lieu. Les liens de parenté, c'est toujours bien quand on présente les personnages de savoir qui est qui. La routine de vie, c'est le moment aussi, les prémices où on explique la routine de vie. Voilà, la vie quotidienne des protagonistes, comment se déroule leur vie avant que tout bascule, avant qu'il y ait l'élément déclencheur qui va faire qu'il va s'installer une intrigue et qu'il va falloir résoudre des problèmes. Cette routine, elle peut être tout à fait satisfaisante ou alors pleine de manques, avec des besoins, des désirs. Donc l'élément déclencheur, une fois qu'on a installé cette routine, qu'on a commencé à dessiner nos personnages, qu'on a installé l'univers, il se passe quelque chose, c'est l'élément déclencheur qui va engendrer toute la suite. Alors cet élément déclencheur, ça peut être un coup du sort ou du destin, un personnage qui gagne au loto ou qui a un accident de voiture. Ça peut être un pur hasard, cet accident de voiture, ou ça peut être la conséquence de l'alcoolisme, par exemple. On installe le personnage, on montre qu'il est alcoolique, et puis un jour il a un accident de voiture, et ça déclenche l'histoire. Alors, une fois qu'on a cet élément déclencheur, souvent il y a un besoin qui s'installe, il faut résoudre un problème. Donc ça donne un objectif au protagoniste. Il faut que cet objectif soit assez clair pour qu'on sache où on va, pour que le spectateur s'accroche à l'histoire. Alors l'enjeu, ça peut être la vie ou la mort, hein, ou ça peut être quelque chose de moins important, ça peut être passer à un concours, trouver un job, ça peut être l'amour aussi l'enjeu. Alors face à cet enjeu, il y a des obstacles, bien sûr, sinon pas d'histoire. Obstacle interne, c'est les. Moi, j'ai pris l'exemple à quelqu'un qui part en montagne, un obstacle interne, il veut gravir le Mont Blanc. Un obstacle interne, donc ça serait le vertige. Il a le vertige, ça lui est propre. Et ça peut être un obstacle. Obstacle externe, ça va être les avalanches, ça va être la montagne ou une autre cordée qui va le gêner, des ennemis, des opposants, des méchants. Alors l'intrigue. L'intrigue, c'est du conflit. Ouais, je crois que j'avais lu ça quelque part et je trouvais que ça résumait bien le truc. C'est pas mal. Donc je reprends une petite formule mathématique que j'avais esquissée déjà dans une des vidéos, je ne sais plus laquelle. Personnage plus besoin plus obstacle fois galère égale identification. Effectivement, pour que votre personnage on s'y accroche, pour qu'il y ait identification, pour qu'il y ait empathie, il faut lui faire vivre un petit peu la galère. Il faut qu'il y ait des obstacles. Il faut être cruel avec ces personnages. Il faut leur faire vivre la galère pour qu'il y ait une identification, pour que le public ait de l'empathie et s'accroche à ce personnage en quelque sorte.
C'est pas la seule façon de faire, mais c'est une façon majeure de faire. Objectif clair, plus obstacle, plus enjeu, plus opposant, égale intérêt de l'histoire. Au sein de l'intrigue, on verra qu'il y a du suspense, des surprises, du mystère. Tout ça, c'est des concepts différents. On verra comment les différencier, comment les mettre en place. On verra qu'au sein de l'intrigue, il y a des traîtres, des fausses pistes, des deus ex machina qu'on peut utiliser ou qu'on peut redouter. Il n'y a pas de règle absolue, mais il faut savoir ce qu'on fait. Le rythme de l'histoire. Alors, j'aime bien prendre cette image de la sinusoïde. Donc, la sinusoïde, c'est cette courbe qui monte et qui descend. Et du crescendo, c'est-à-dire que le climax, on le place plutôt sur la fin quand même. C'est le moment le plus intense. Il faut pas le mettre au début parce qu'après on va un petit peu s'ennuyer, ça va être un peu plat. Il faut le placer comme il faut à la fin et savoir monter crescendo. Par exemple, si on fait une série d'obstacles, c'est bien que les obstacles soient de plus en plus difficiles à franchir. Si on franchit le plus difficile en premier, après, ça n'a pas tellement d'intérêt, on sait qu'on va y arriver. Accroche, promesse et paiement. Ah oui, alors ça, c'est dans la construction du récit, c'est important. C'est que parfois, on a besoin qu'une héroïne, par exemple, soit à la fois équilibriste et autre chose, je sais pas. Bah ça, faut le planter avant, c'est ce qu'on appelle planter. Sinon, ça a l'air de sortir du chapeau et c'est parfois décevant. Le climax, donc après l'intrigue, eh ben on arrive à la résolution en fait. Le moment avec le plus de tension, je vous ai mis le petit schéma en bas qui reprend tout le fil de l'histoire avec l'élément déclencheur. On voit qu'il y a une sorte de sinusoïde et que c'est le climax qui est au paroxysme en fait de la tension. J'ai marqué compte à rebours parce que dans certaines histoires, il y a des comptes à rebours. À la fin, dans les James Bond, ils aiment bien terminer par un compte à rebours. C'est le moment où on est le plus tendu. C'est le moment aussi où il y a un dilemme. Il faut parfois faire des choix cornéliens. Il peut y avoir un conflit moral. Parfois, la solution lors du climax, la solution du conflit n'est pas ou bonne ou mauvaise. Des fois, il n'y a que des mauvaises solutions. La plupart du temps, c'est bien d'avoir une résolution nette et sans bavure. Quand il y a une intrigue, à la fin, s'il y a un meurtrier, ça peut être bien de savoir qui est le meurtrier. Souvent, ça se passe comme ça. Mais on peut aussi imaginer un film policier qui nous laisse dans le doute après. Hein. C'est pas... Pourvu que ça soit bien traité, tout est possible. Le climax, c'est l'occasion aussi de savoir qui est le traître, qui sont les alliés. C'est le moment souvent de la résolution des fausses pistes, du paiement des promesses. On peut les payer avant, mais souvent ça se fait aussi au niveau du climax. C'est le moment aussi où tout bascule, donc l'évolution des personnages. Si des personnages évoluent, ce qui n'est pas une nécessité, mais lorsque des personnages évoluent, le climax participe en général de cette évolution. Et après le climax, donc il y a une période de retour au calme. Et c'est le moment où les personnages font un retour sur eux-mêmes, prennent du recul sur ce qu'ils ont vécu. Et souvent, on voit s'ils ont évolué ou pas. Alors j'ai marqué en parenthèse retour aux sources. En fait, dans l'idée, c'était plutôt de dire que tout part du climax. Enfin, c'est une des solutions pour écrire, une des méthodes. C'est qu'on connaît notre climax, on sait où on va, le moment paroxystique un peu de l'histoire. Et ça va nous imposer des besoins. Et donc, on revient au niveau de l'écriture jusqu'aux prémices des fois, et on plante tout ce dont on a besoin. Si on a besoin qu'un des personnages sache dresser les chiens, je dis n'importe quoi, il faut que dans les prémices, on ait comme information le fait qu'il dresse des chiens, qu'il a l'habitude de travailler avec eux. Le travail à plat, alors ça c'est une technique que j'ai fait sur mon deuxième roman là. J'ai mis dans un cadre en fait, comme c'est marqué là, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. J'ai mis tous mes chapitres. Et quand j'avais quelque chose à planter, eh ben, je le plantais. Par exemple, j'ai marqué annonce 1,
Je l'ai mis au chapitre 3. Ça permet de rien oublier. Et de la même façon, encore une fois, si on a besoin de quelque chose sur un chapitre, il faut le planter avant. Sinon, on a l'impression que ça sort de nulle part. Donc, annonce, promesse, tout ça, c'est un peu la même chose. Téléphone aussi, on dit. Donc, dans les choses à placer là-dedans, je vous ai marqué les triades BBC. Triade BBC, c'est quoi? C'est quand on répète une même chose plusieurs fois, mais la dernière fois où on le répète, il y a un petit changement. Les fausses pistes, les traites, les fantômes, les cliffhangers. Cliffhanger, c'est quand c'est une accroche à la fin d'un chapitre, par exemple. Il y a une accroche, il y a quelque chose, il y a du suspense et ça sera résolu dans le chapitre d'après. Milking, c'est quand on exploite au maximum un effet. L'idée, c'est ça, c'est que ça soit visuel et à plat. On travaille à plat et on plante. On plante chaque élément dont on va avoir besoin. J'ai marqué planter, lier, tisser. Et j'ai mis 2 gamines qui se faisaient une tresse parce que c'est vraiment l'idée, c'est de tisser. Et dans l'étrange mystère, justement, il y a beaucoup de choses qui sont plantées au début, qui se retrouvent au milieu et puis qu'on retrouve ensuite à la fin. Et chaque chapitre est lié au suivant, un peu comme une chaîne. C'est pour ça que ce livre il est assez difficile à résumer, parce que c'est difficile de ne pas parler d'un chapitre, parce qu'il est lié au suivant, et qui est lié au suivant, et ainsi de suite. Les tutos de Ludo, oui, bah oui, c'est ça. On y reviendra dans les tutos de Ludo. On reprendra chaque élément séparément, et, euh, et on les travaillera. Bon, et bah c'est cool. On a vu beaucoup de vocabulaire. L'idée, c'est pas de tout comprendre tout de suite, c'est de se familiariser avec les mots, de savoir utiliser ce vocabulaire. Ah aussi, il y a un mot, il y a un truc que je voulais vous dire, c'était quoi? Ah oui, là, ironie dramatique, prank. Oui, dans Travail à plat, l'ironie dramatique, donc c'est, enfin moi j'appelle ça prank. Je trouve que c'est plus parlant parce qu'on va dire pranker et pranker. Donc, l'ironie dramatique, c'est lorsqu'un personnage ne sait pas quelque chose que le spectateur sait ou que le lecteur sait. Voilà, par exemple, il y a une bombe qui va exploser et le personnage ne le sait pas. Donc ça, c'est de l'ironie dramatique ou du prank. Prank, c'est une caméra cachée en fait. Donc voilà, c'est comme une caméra cachée. Tout le monde sait quelque chose, en tout cas le spectateur il le sait, et, euh, et le personnage lui ne le sait pas. Donc il est pranké. Le pranker, bah, c'est celui qui fait la blague. Ça peut être un autre personnage ou ça peut être l'auteur. Donc ça, on en reparlera parce que c'est un outil assez important. Bon, bah, on a fait un peu le tour. Allez, bis à tous. On se retrouve pour retravailler chacun de ces thèmes. Bougez, lisez et passez des bonnes fêtes. Ciao.